Salut, c'est Hugo de Super CWP, bienvenue dans cette vidéo sur Google Search Console, l'outil des webmasters de Google. Une vraie mine d'or, un outil gratuit, hyper performant, hyper intéressant, trop souvent oublié et sous-utilisé je trouve. Donc je te propose une vidéo dans laquelle on va voir déjà ce qu'est Google Search Console, ensuite comment bien paramétrer Google Search Console et puis comment bien utiliser Search Console. Alors donc pour commencer, c'est quoi Search Console et pourquoi on va l'utiliser? Alors déjà, les plus anciens d'entre vous, si tu es déjà un peu âgé, tu connaissais peut-être Google Webmaster Tool. C'est l'ancien nom de Google Search Console. Donc je crois que c'est en 2015 que Google Search Console a pris ce nom-là et a remplacé Google Webmaster Tool. C'est l'outil pour les webmasters, proposé par Google. Alors par webmaster, ça va être l'administrateur d'un site. C'est gratuit, vraiment, il n'y a pas de version premium obligatoire en tout cas, et ça te permet de gérer d'une part ta relation avec Google. Quand je dis gérer ta relation avec Google, ça va être déjà pour commencer d'indiquer que ton site existe à Google. Tu vas pouvoir aussi indiquer quand il y a des nouvelles pages à Google. Tu vas pouvoir aussi bénéficier d'informations de la part de Google pour suivre tes performances dans les résultats de recherche. Tu vas pouvoir aussi consulter la bonne santé de ton site, suivre ton référencement. Tu vas pouvoir aussi éventuellement consulter des potentielles pénalités par Google si tu as joué un jeu un peu dangereux au niveau du référencement naturel ou si tu t'es fait pourrir par des concurrents qui ont fait des choses sales, ça va te permettre de l'identifier, donc identifier tes problèmes et puis les résoudre. Première étape pour utiliser Google Search Console, c'est de créer une propriété. Donc pour ce faire, tu vas sur Search Console, par exemple en tapant Google Search Console dans Google. Tu arrives donc sur un compte, une administration, une fois que tu as créé ton compte, et la première chose à faire, ça va être donc d'ajouter une propriété. Donc là, tu vois, tu cliques, ajouter une propriété. Si tu en as d'autres, elles seront affichées au-dessus. Donc ajouter la propriété. Et tu vas arriver sur un écran que voici, avec soit la validation par domaine, soit la validation par préfixe de l'URL. Les deux vont avoir leur avantage. La validation par domaine est relativement simple à faire. Et surtout, elle va te permettre d'utiliser une seule propriété pour tous tes différents sous-domaines, des différents types d'URL. Là où la préfixe de l'URL va être vraiment avec un protocole, donc HTTP ou HTTPS, le 3W ou sans le 3W. Ça ne va pas prendre en compte les sous-domaines. Donc si par exemple tu as un blog avec un WordPress et une boutique avec un WooCommerce et que tu vas avoir deux comptes, tu vas plutôt travailler sur deux propriétés avec le préfixe de l'URL. Là où si tu n'as qu'un compte, qu'une plateforme pour tout gérer, tu vas plutôt faire la première solution que je te présente. Donc pour valider la propriété du domaine via l'enregistrement DNS, c'est assez simple. Il faut que tu aies accès à ton enregistrement, c'est vraiment à ton hébergement, pardon, c'est le prérequis. Donc tu as un champ TXT à ajouter avec un texte à copier. Donc là tu copies. Tu te rends ensuite sur ton hébergement, donc moi c'est OVH, donc je sélectionne mon nom de domaine, je vais sur les zones DNS, je fais ajouter une entrée. Et donc, c'est du TXT. On me demande est-ce que je veux travailler sur un sous-domaine? Non. TTL, je m'en fiche aussi. Donc, je viens coller le texte que je viens de copier. Voilà. Tu peux toujours double vérifier. Donc, c'est bien un champ TXT. Voilà. C'est le bon code que j'ai copié. Et bien, donc, là, maintenant, je fais suivant et valider. Et là, tu vois, OVH vient de m'indiquer l'entrée a été ajoutée dans la zone DNS, mais veuillez prendre en compte le temps de propagation qui peut aller jusqu'à 24 heures. Donc là, je vais tout de suite retourner valider. Je valide dans Search Console, et comme tu peux le voir, c'est validé en une petite seconde. Si tu as un hébergeur qui n'est pas en France, qui est plus loin, comme les DNS sont parfois longs à propager, ça peut prendre un peu plus de temps. L'autre technique, ou les autres techniques, ça va être de travailler cette fois-ci par protocole, donc à droite dans le menu précédent. La première chose, ça va être via un fichier HTML. Donc, tu le télécharges, et tu viens le déposer ensuite au niveau de ton hébergement, à la racine de ton site. Donc tu vois là, je l'ai, hop, je viens le prendre et le déposer à la racine de mon WordPress. Tu valides et ça fait exactement la même chose. La balise HTML, ça va être la même chose. Tu copies, colles et là tu viens déposer dans le fichier head, donc l'entête de ton site, ce fameux code. Donc là avec Divi, tu vois, je vais dans Divi, option du thème, intégration et ajouter la ligne de code à la head de ton site. Voilà, tu valides et c'est OK. Donc ensuite, tu vas avoir d'autres techniques, utiliser Google Analytics. Si tu as déjà une propriété Google Analytics, ça peut être fait assez rapidement. Tu peux utiliser aussi Google Tag Manager. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais je t'en ai déjà présenté quelques-unes. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème.
Une fois que tu as donc créé et validé ta propriété, tu vas arriver sur ton interface de Google Search Console avec les alertes. Les alertes, ça va être des messages qui vont t'indiquer des choses à faire, des choses à ajouter. Là, par exemple, dans les alertes, je vais voir que je n'ai pas encore de sitemap au niveau de Nord-Gourmand. Je peux aussi avoir des alertes par rapport à la sécurité, par rapport à pas mal de choses. Ici, ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est paramètres utilisateurs, donc tes paramètres à toi. Est-ce que tu souhaites recevoir des emails? Est-ce que tu souhaites ne pas recevoir de notifications, etc. Et puis, donc tu as à gauche toutes les informations relatives à ta propriété avec toujours une vue d'ensemble. Donc là, je viens de créer la propriété, donc tu vois, il n'y a, rien du tout au niveau de l'indexation. Donc tu vas avoir les performances. Donc là, ça sera bah, tes positions et les clics dans les résultats des moteurs de recherche que tu vas pouvoir paramétrer en fonction d'une durée, en fonction du type de recherche. Donc tu vas pas avoir toutes les infos comme dans un moteur avec un logiciel SEO vraiment complet, mais tu vas déjà avoir pas mal de choses. Tu vas avoir ensuite l'inspection de l'URL dans laquelle tu vas pouvoir, grâce à laquelle tu vas pouvoir demander à Google d'étudier et te dire si ta page est référencée, si elle ne l'est pas, si elle a été explorée, si elle a un problème. Tu vas pouvoir suivre l'indexation de tes pages avec notamment les pages page par page, les sitemaps, donc tu vois là j'ai encore rien puisque ça vient d'être créé, ton sitemap que tu vas pouvoir ajouter, et puis ensuite tu vas avoir la possibilité de supprimer des pages. Alors supprimer temporairement, ça va être notamment intéressant, j'ai déjà eu des cas où j'avais des gens qui s'étaient fait pirater leur site avec énormément de pages qui avaient été créées, et eh bien tu vas pouvoir venir proposer des suppressions temporaires. Tu peux même potentiellement venir dire bah voilà, j'ai du contenu qui est totalement obsolète. Donc tu vas pouvoir demander et dire à Google cette page-là, attention, ça va te permettre de nettoyer ton site, ça va te permettre de le mettre à jour si tu as du contenu qui est soit obsolète, soit vraiment qui t'a été piraté. Ensuite, tu vas avoir la notion de signaux web essentiels et l'expérience utilisateur, où tu vas pouvoir suivre les performances de ton site. Est-ce que ton site est assez rapide? Est-ce qu'il est adapté au niveau de l'ergonomie mobile? Et puis, toutes les choses relatives aux améliorations avec des extraits d'avis, tout ce qui va être données structurées, les champs de recherche, le fil d'Ariane, si tu as des recettes, etc. Donc là, clairement, c'est un site de recettes, donc il a identifié qu'il y avait des données structurées liées aux recettes. Voilà, et donc là, il s'est rendu compte qu'il y a des erreurs. Donc il manque le nom, il manque l'image. Donc ça, je vais pouvoir remonter à mes étudiants qui sont en train de créer ça. Il faut qu'ils configurent correctement. Donc tu vois, il y a vraiment pas mal de choses. Sécurité, action manuelle, bah là, c'est si tu as des problèmes de sécurité, Google te le dit. Si tu as des actions manuelles que tu as fait le con, Google te le dit. Et puis tu vas pouvoir aussi suivre ton netlinking. Ça va être intéressant pour voir des liens que tu n'as pas forcément été chercher toi-même. Ou si tu te rends compte qu'il y a énormément de liens spammy, tu vas pouvoir ensuite les dégager. Donc voilà pour la découverte de Google Search Console. Search Console est super utile pour que tu puisses indiquer les modifications de ton site à Google. Et la première chose à faire, c'est donc d'importer le sitemap dans Search Console. Le sitemap, il va te servir à différentes choses. Il va te servir à lister tous tes types de pages et toutes tes pages sur ton site, indiquer à Google les différentes pages que tu vas avoir sur ton site, mais il va aussi te permettre d'indiquer l'importance et la date de modification de ces pages. Là, tu vois ici, j'ai la dernière date de modification. Donc ça, sur WordPress, tu as différentes façons de le faire. Moi, je le fais avec Yoast SEO, pardon, que je te présente tout de suite. Donc, ce qu'il faut que tu fasses par défaut, c'est que tu configures Yoast SEO comme il faut. Pourquoi? Parce que tu peux avoir potentiellement des pages ou des types de pages qui vont t'intéresser ou non. Je vais prendre l'exemple de l'auteur. Auteur sitemap. Si tu as un site sur lequel tu es tout seul, un site d'une entreprise où l'auteur n'a pas d'importance, c'est pas pareil que si tu as, comme ici, un blog de cuisine où tu as énormément d'auteurs. Donc là, moi, l'auteur sitemap m'intéresse. Si j'étais sur un site institutionnel, il ne m'intéresserait pas. Donc dans Yoast, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans Yoast Réglages. Dans Général, déjà, il faut que tu valides. Oups, je vais aller dans Général. Il faut que tu ailles dans Général en bas. Alors après, l'interface de Yoast change de temps en temps, mais il faut que ton plan de site XML soit activé. Ici, activer la fonctionnalité. Une fois que ça c'est fait, il va falloir que, en fonction de tes besoins, tu ailles dans les taxonomies et les types de contenu. Et si par exemple tu veux les articles les avoir dans les moteurs de recherche, il faut que tu laisses ceci activé, ce qui va te donner le sitemap post. Ok, c'est toujours en anglais. Les taxonomies, c'est pareil, tu as les catégories de projets, les catégories. Là, moi, j'ai pas de projet, pas de tag, etc. Mais dès que tu vas en ajouter un, par défaut, ça va s'activer. Donc, si tu veux désactiver les tags ou les projets
dans ton sitemap, tu viens ici, tu désactives et tu fais enregistrer. Tu peux aussi désactiver les archives par format, souhaiter ou non d'avoir des dates, ou non d'avoir des archives par auteur, comme je te le montrais. Tu vois, si tu veux pas avoir les auteurs, bah, tu viens ici, tu désactives et tu sauvegardes. Donc voilà, une fois que tu as ton URL de sitemap, tu vas pouvoir la copier, la coller, et dans Google Search Console, venir l'ajouter. Donc là, norgromment sitemap.xml, je l'envoie, et voilà, mon sitemap est ajouté, et Google le traitera régulièrement. Si un problème se pose à l'avenir, j'en serai averti. Tu vois, opération effectuée, il a bien découvert mon sitemap, il a encore exploré absolument rien. J'ai laissé passer 2-3 heures et donc me revoilà sur mon sitemap avec cette fois-ci 49 pages découvertes. Si je clique dessus, je vais avoir mes différents sous-sitemaps qui sont indiqués, donc les auteurs, les catégories, etc., avec différentes choses. Est-ce qu'il y a des vidéos découvertes? Non. Et ensuite, on peut regarder au niveau de l'indexation des pages. Voilà, donc tu as donc un sitemap qui est rentré dans Search Console avec des pages qui sont ou non indexées, et ça, l'indexation des pages, c'est la prochaine étape. Me voici sur un autre site qui a déjà été indexé, sur lequel j'ai des vidéos. Donc tu vois, tu peux voir les vidéos qui sont indexées ou qui ne sont pas indexées, les raisons pour lesquelles tes vidéos ne vont pas être indexées, et aussi, surtout, les raisons pour lesquelles une page va être ou ne va pas être indexée. Et donc tu peux voir les raisons. Il m'est déjà arrivé d'avoir des sites qui ne sont pas du tout indexés juste parce que ils sont bloqués au niveau du robot.txt. Donc là, c'est super intéressant de regarder et ça va te permettre d'une part de voir où tu en es au niveau de l'indexation. Alors ces derniers temps, Google a de plus en plus de mal à indexer les nouveaux sites, mais surtout tu vas pouvoir, entre guillemets, pousser l'indexation d'une page auprès de Google. Et donc là, tu vois, j'ai 19 pages qui sont dans l'index et 11 qui ne sont pas indexées. Donc ici, tout ce qui est indexation et pages, ça va être intéressant. Alors pourquoi est-ce que mes pages ne sont pas indexées? J'ai une autre page avec une canonique. Donc là, c'est normal. J'ai une balise no index. C'est normal. J'ai une page avec une redirection. C'est OK. Détecté, mais actuellement non indexé. Alors là, ça va m'intéresser. Et je vais avoir, par exemple, deux pages catégories qui sont pas super optimisées. Puis je vais avoir cette page, par exemple, footer de mon site WordPress avec WordPress ou Divi. Alors je vais la regarder et je vais essayer de voir pourquoi cette page n'est pas indexée. Je vais demander à Google d'inspecter l'URL. Cette URL n'est pas indexée. Google ne reconnaît pas cette URL. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder. Hop, et à mon avis, ça doit être une URL qui n'existe plus. Et pourtant si. Donc tu vois, c'est un post qui était pas trop mal fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander de tester l'URL active. C'est un processus qui peut prendre un petit peu de temps. Voilà, le résultat s'affiche et donc j'ai Google a bien accès à cette URL. La vidéo a bien été découverte. La disponibilité de la page, elle peut être indexée. Il y a un fil d'Ariane. L'ergonomie mobile est OK. Il y a un élément vidéo valide qui a été détecté. Donc là, on n'a vraiment pas de raison d'avoir cette page qui ne soit pas indexée. Donc là, peut-être que Google n'a tout simplement pas encore eu le temps de passer dessus. Dans l'index Google, elle n'y est pas et je vais pouvoir demander une indexation. Et donc en fait, ça c'est un outil qui est très intéressant, surtout si tu es un petit peu pris par le temps, que tu as une nouvelle URL que tu veux absolument référencer, eh bien tu peux demander à Google d'indexer ton site. Donc quand tu lances un nouveau site, par défaut ce que tu fais, c'est demander à Google d'indexer ta page d'accueil une fois que ton site est OK. Le robot va venir sur ton site et de là va indexer les autres pages. Voilà, donc là, ça c'est une indexation qui a été demandée. Donc l'outil d'inspection d'URL et les outils pages, ils sont liés. Tu lis ça avec le sitemap pour valider que tout est OK, et c'est vraiment intéressant. J'ai laissé passer quelques semaines pour voir si Google avait indexé ma page, et voici donc le 24 octobre, la page a été indexée par Google. Donc voilà comment demander l'indexation d'une page.
Je repasse tout de même, c'est quand même important pour moi, c'est de regarder les pages qui ne sont pas indexées. Alors j'avais dit, s'il y a une balise canonique ou un no-index, c'est correct. Il faut quand même faire attention parce que comme je l'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit « Ah, je comprends pas, mon site il n'est pas indexé, ça va pas ». Et en fait, ce qui se passait, c'était qu'il y avait ce qu'on appelle des balises no-index qui étaient mises par défaut. Donc là, moi ici, j'ai les catégories non classées, c'est fait exprès, j'ai fait ce qu'il faut pour que ce soit pas indexé. Et les feeds, c'est pareil, j'ai pas de flux de commentaires. Donc je les ai volontairement désactivés. Mais toujours bien regarder. Et puis si tu souhaitais qu'une page soit indexée, ce qu'il faut à ce moment-là que tu fasses, c'est par exemple si tu es dans Yoast, tu vas sur ta page et tu modifies les paramètres. Tu peux modifier page par page. Pour modifier ça au niveau de WordPress, ça va vraiment être dans les réglages lecture. Dans réglages lecture, tu vas pouvoir demander à Google de ne pas indexer la totalité de ton site. Et puis ensuite, sinon, tu vas pouvoir le faire page par page avec Yoast dans ton back-office, dans l'administration sur la page. Tu vois là, celle-là, par exemple, c'est une page qui a une redirection, que j'ai redirigée. Donc forcément, maintenant, il n'y a plus de problème. Et donc, il faut faire super attention. Si, par exemple, tu as un problème avec les HTTPS, HTTP, toutes ces choses-là, ces redirections-là, c'est quand même important de regarder. Donc, tu as vraiment les balises canoniques. Ça va être intéressant. Par exemple, si tu as X page catégorie, X page sur une catégorie. Donc là, ça va servir à valider qu'il n'y a pas de problème au niveau des canoniques, pas de problème au niveau des no-index, pas de problème avec des redirections. Et puis encore une fois, ce qu'on a vu avant, hein, indexé, détecté mais non indexé, où tu vas pouvoir lui demander. Je te propose désormais de nous intéresser à l'onglet Expérience, qui est hyper intéressant parce qu'en fait, Google l'a dit, hein, il prend en compte ce qu'ils appellent les signaux web essentiels, l'ergonomie mobile et la sécurité. Donc, il est important que d'une part ton site soit sécurisé, d'autre part qu'il soit responsive et d'autre part qu'il soit rapide. Et là, c'est un site que j'ai récupéré, donc avec pas mal de pages. Et en fait, la plupart des pages ne sont pas assez rapides pour passer les signaux web essentiels. Donc ça, si tu fais du SEO ou si tu veux que ton site soit vraiment bien référencé, il va être nécessaire de réussir à passer ces signaux web. Donc là, tu vois, en fait, on passe pas, il n'y a aucune page qui est vraiment lente. En revanche, toutes les pages sont entre guillemets moyennes, amélioration nécessaire. Donc ça, c'est toutes des pages qui dans PageSpeed Insight vont être au-dessus de 50, mais par contre vont avoir un temps de réponse, un temps de chargement un petit peu trop lent. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper important d'avoir des statistiques là-dessus et de pouvoir analyser. Alors, quand tu vas aller sur PageSpeed Insight, tu peux aller voir la vidéo sur les lenteurs de WordPress, je te montre comment résoudre le problème que je te montre là. C'est intéressant parce que tu vas pouvoir tester URL par URL. Par contre, ici, tu vas vraiment avoir le détail URL par URL, mais aussi une vue globale de ton problème. Idem pour l'ergonomie mobile, où tu vois que là, 478 pages sont utilisables en mobile, il n'y a pas de problème. En fonction de ton type de site, Google va proposer une section avec amélioration dans laquelle tu vas retrouver les fils d'Ariane, les extraits d'avis, les champs de recherche associés, et tu vas pouvoir consulter est-ce que tout est OK. Donc là, ça va être tout ce qui va être données structurées. Les données structurées, super importantes. Donc si je te montre un autre site, hop, youp, là je me suis trompé. Tu vois ici, tu vas avoir fil d'Ariane, le how to, ça va être comment faire, c'est une autre donnée structurée, le champ de recherche, les vidéos, les extraits d'avis. En fait, en fonction de ton type de site, tu vas pouvoir valider que tu déclares correctement tes données structurées. Les données structurées, je fais un petit hors-sujet, on va repartir sur Google, je vais taper recette, dans Google, je vais taper recette, je sais pas moi, carbonade flamande, et là, tu vois ça. Ce qui va te permettre d'arriver ici, ce qui va te permettre d'afficher le résultat avec l'image, ce qui va te permettre d'afficher les avis, ce qui va te permettre d'afficher les ingrédients. Ça va être dans les données structurées que tu vas le configurer. Donc Google Search Console peut te permettre assez rapidement, sans avoir à passer par l'outil de test, de valider que toutes les choses liées à ton site, les données structurées, le fil d'Ariane, on le connaît tous, certains disent que c'est plus important, mais ça l'est quand même, sont bien configurés. Si tu as un problème, tu vas pouvoir, il faut que je trouve un site où ça ne sera pas bien fait. Si tu as un problème, tu vas pouvoir, en cliquant dessus, identifier ce qu'il manque. C'est ce que je t'avais montré un peu plus tôt avec les recettes.
Youp, là. Recette, où là tu vas avoir des éléments qui sont pas bien configurés et il va te présenter, en fait il te manque l'image, il te manque le nom, etc. Si tu fais de l'e-commerce par exemple avec WooCommerce, fais bien attention que tes extraits d'avis, tes prix, les caractéristiques de tes produits soient bien affichés, ça va vraiment t'aider dans le référencement. Comme pour les Core Web Vitals, tu corriges sur ton site, tu améliores les choses, tu fais les choses correctement et ensuite tu cliques sur valider la correction. On continue de descendre dans le menu et là on arrive à la sécurité et action manuelle. Alors pour moi c'est deux choses qui sont très très différentes mais qui vont quand même avoir un impact énorme sur ton référencement. C'est-à-dire que si Google détecte que tu as un problème de sécurité, c'est catastrophique pour le référencement parce qu'il va considérer que ton site n'est plus fiable. Donc c'est par exemple ton certificat SSL ne va plus. Donc si tu prends une grosse claque en référencement, ça peut être intéressant de venir ici. Si tu utilises des vieux plugins, si tu utilises un vieux CMS, ou si ton client ou si ton patron utilise des solutions qui ont été bidouillées, c'est intéressant de venir ici. La sécurité, super important pour le référencement. L'autre élément, il est lié dans le même endroit, c'est les actions manuelles. Alors les actions manuelles, c'est quoi? C'est lorsque un humain est chopé par Google en train d'avoir fait volontairement ou non utiliser des pratiques qui sont pas conformes aux bonnes pratiques de Google. C'est ce qu'on va appeler le black hat SEO. On le fait volontairement ou non. Moi j'ai déjà vu, il y a prescription maintenant, mais j'ai déjà eu à sortir d'une action manuelle. C'était en fait une entreprise qui avait proposé, un éditeur de logiciel qui avait proposé un formulaire d'inscription gratuitement à ses clients. Ce formulaire, à l'époque où il a été réalisé, il avait par défaut un petit lien qui pointait vers la solution en question, qui n'était pas visible. Et ça, dans les années 2000, c'était pas forcément très grave, pas vu, pas pris. Sauf que le jour où Google s'en est rendu compte, l'entreprise en question a pris une pénalité manuelle. Donc là, il a fallu vraiment montrer patte blanche, vraiment faire beaucoup de choses pour en sortir. Et ça, quand tu as une action manuelle, Google te l'indique ici. Action manuelle. Donc je te souhaite vraiment de ne jamais avoir ni de problème de sécurité ni d'action manuelle parce que pour en sortir c'est une vraie galère. Nous voilà pratiquement tout en bas de ce menu de Google Search Console et là c'est intéressant de regarder les liens. Alors les liens, on a tous des outils pour regarder un petit peu, enfin on a tous, il y a plein d'outils qui permettent de voir les liens. Moi je l'utilise surtout pour une chose, c'est pour voir les liens qui sont pris en compte par Google pour les sites dont je m'occupe par rapport aux liens que moi je vais avoir fait en allant faire du netlinking, du SEO, ou les liens que que je ne connais pas et que ma solution SEO n'aura pas identifié. Ça c'est la première utilisation, c'est plutôt intéressant. L'autre chose, je l'ai déjà vu, malheureusement j'ai plus de sites en ce moment, c'est un peu calme. J'ai pas de sites dont je m'occupe qui peuvent avoir du spamming avec les liens, donc parfois tu peux te retrouver avec énormément de liens qui viennent de sites entre guillemets de merde. Et en fait avec des sites pourris, ça va réduire pas ton autorité, mais la qualité de ton site. Je m'explique. Dans le netlinking, tu vas avoir l'autorité, donc est-ce que ton site a une grosse réputation, et ensuite tu vas avoir la fiabilité, est-ce que ton site a une réputation bonne ou mauvaise, parce que tu peux avoir une réputation qui est mauvaise aussi. Et donc il est parfois arrivé que certains concurrents ou je sais pas qui s'amusaient à faire des liens depuis des sites vraiment spammy vers un site. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est exporter tes liens et puis désavouer les liens. Alors on va aller dans Google. Comment tu fais pour désavouer les liens? Outils désaveu liens Google, hop, et désavouer des liens de votre site. Et donc là, tu vas pouvoir prendre un fichier, tu vois, et que tu vas pouvoir uploader, tu vois, avec l'outil désavouer les liens. Tu sélectionnes ta propriété, tac, et là, tu vas importer ta liste de liens à désavouer. Donc, c'est intéressant de faire ça. Tu vas télécharger un fichier de test où, tu vois, comme je te montrais, c'est hyper simple en fait. Tu mets la liste de tes liens et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir ajouter les liens à désavouer. C'est intéressant de regarder de temps en temps pour faire le ménage. Attention, c'est pas parce qu'un site n'est pas de ton secteur d'activité qu'il est spammy forcément. Il faut bien choisir avant de désavouer, il faut faire attention.
Voilà pour cette vidéo sur Google Search Console et WordPress. J'espère qu'elle t'a été utile. C'est un peu une boîte à outils hein, avec les différentes choses à faire avec Search Console aux différents moments de la vie de ton site. Euh, Même chose, si tu récupères la gestion d'un site, c'est toujours intéressant d'aller y faire un tour. Voilà, j'espère que la vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker. C'est toujours motivant parce que ça prend un peu de temps de faire les vidéos et puis, c'est un truc que je fais en plus. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée et puis à une prochaine. Salut!